sport of free soloing is easy to understand. You grab one small hold and it pops off the wall and then you fall to your death, you know? One mistake and he dies. I think everybody who has made free soloing a big part of their life is dead now. John Backer was a pioneer of so-called free soloing. Free soloing is the ultimate test of climbing. I mean, I realized that my body would just explode on impact. Most people that pushing the limits have this mentality of, screw it, whatever happens, happens. To be on the side of a cliff without a rope feels pretty freaking next level. Alex Honnold probably is the only climber that needs no introduction. Alex's ability to manage fear and to climb the biggest walls on the planet without a rope, pushing the limits of what's possible. And that's the challenge of doing something that hasn't been done before is how do you know that you're ready? How does someone prepare to do the impossible? Eh bien, avant de le savoir, nous devons remonter dans le temps, comprendre où se trouve réellement l'impossible. Retour en 2014, je vous présente une nouvelle fois la paroi d'escalade la plus célèbre et compliquée au monde, El Capitan. Une paroi en granit de 900 mètres de haut située à plus de 2307 mètres d'altitude dans la vallée du Yosemite. To me, the big dream has always been free soloing El Cap. That is the culmination of anything I can imagine. Depuis des années, les meilleurs grimpeurs de la planète viennent y tester leurs limites. Des limites qui, pour certaines voies, n'ont toujours pas été repoussées. En fait, les quelques-uns qui réussissent à briser le mythe rentrent automatiquement dans la légende de ce sport. Beaucoup sont américains, une nation qui a vu son niveau d'escalade exploser dans la deuxième moitié du XXe siècle grâce justement à la vallée du Yosemite. Alors, vous l'aurez compris, notre principal intéressé ne fait pas exception. Il est américain, mais très certainement inhumain, car lui ne se contente pas simplement de gravir les voies les plus difficiles au monde. Non, lui, il a décidé de grimper les parois rocheuses les plus hautes de la planète, en free solo. Son surnom, Alex No Big Deal. Traduction, Alex pas grand chose ou rien de spécial. Vous allez vite comprendre toute l'ironie derrière son surnom, mais bref. Gravir El Capitan, c'est déjà un accomplissement, mais le gravir sans corde, c'est autre chose. Sans exagérer, cela pourrait devenir l'une des plus grandes prouesses sportives et mentales de l'histoire. Réussir l'impossible, c'est donc ça. Accomplir ce que personne n'a jamais réalisé ou ne serait-ce qu'envisagé. Gravir en free solo la paroi la plus haute de cette vallée, la falaise la plus vertigineuse du monde. Une idée qui l'obsède depuis des années. Mais l'exploit est tellement compliqué que je suis obligé de vous expliquer 10 années de sa vie pour comprendre l'ampleur de ce qu'il peut potentiellement réaliser. Bon, ça vous l'avez compris, c'est la paroi d'escalade la plus difficile au monde. Sur une paroi, on peut trouver plusieurs voies, de différents niveaux, plusieurs chemins si vous préférez, divisés en plusieurs sections. Dites-vous que ce sont des étapes avec des checkpoints. Pour coter une voie, on utilise alors des chiffres, de 1 à 9, et des lettres de A à C que l'on ajoute à partir du niveau 4. Vous comprenez, plus le chiffre est élevé, plus le niveau l'est aussi, et plus la lettre est élevée, plus on se rapproche du niveau supérieur. Puis le système de cotation est tellement compliqué à évaluer que l'on rajoute des petits plus après les lettres indiquant la présence d'une difficulté, mais qui ne mérite pas de classer la voie au niveau supérieur. Bon, ok, ça c'est bien, mais alors quoi ? Eh bien, pour ceux qui ne comprennent rien à ce que je dis, voilà juste une chose à garder en tête. À partir du 6A, on entre dans le monde du grimpeur confirmé. Vers le 7A, c'est déjà très difficile, même pour des gens très entraînés, et au-delà, du 8A jusqu'au 9C, c'est l'élite mondiale. En revanche, dites-vous qu'en free solo, la difficulté n'est pas qu'une question de cotation. Ici, même une voie plus facile sur le papier peut devenir votre dernière. Dans cette discipline, votre vie ne tient littéralement même pas à un fil. Maintenant, imaginez faire du 7B+, à 300 mètres du sol, sans corde. Et bien la voilà, notre première étape. Son nom, Moonlight Buttress, une paroi verticale de 365 mètres de haut sculptée dans le grès rouge du parc national de Zion, dans le sud-ouest de l'Utah. On est le 1er avril 2008, Alex a 22 ans, il est encore inconnu du grand public, il ne cherche pas à l'être, il ne cherche pas à plaire, il cherche à se sentir vivant. There's pretty much been no point in my life where I ever believed in religion at all. After we die, I think that the same thing happens to us that happens in every other part of life. You know, a tree dies and it just returns to the earth. Death is a terrifying thing, but really does kind of give you a deeper appreciation for life. I think it's crazy to lead your life in preparation for the next life. I think it's all about having a good life while you're here. Moonlight is like 700 feet of continuous splitter finger crack. Basically, you just put your fingers straight into the crack and just turn them a little to the side and they just wedge in there. You only have like a tiny amount of skin inside the crack, you know, like half of 2 fingers. And your toes are just pasted against the wall. It's so free to climb that way. The position is amazing. Oh, check out the no hands knee bar, baby.
40 years ago, nobody could have imagined that Moonlight Buttress could even be climbed with a rope. He can just go out and do it in an hour and a half with no rope. It's kind of hard for people, I think, to comprehend or wrap their minds around somebody being able to do what Honnold can do. I mean, he's such a world-class athlete. It's up there and comparable with the greatest sports achievements of all time. Freaking Honnold's walking on the moon as far as I'm concerned. Moonlight Buttress, c'est l'introduction d'un personnage qui va très vite intriguer, d'un jeune homme qui considère que la vie ne s'apprécie qu'aux portes de la mort. C'est la première fois que l'on voit Alex Honnold dans ce qu'il fait de plus pur. C'est la première fois d'ailleurs qu'une personne réalise cet exploit. 1h23 lui auront suffi pour atteindre le sommet, et Alex a bien choisi sa date. Pour vous dire à quel point sa performance semble irréelle, certains pensent qu'il s'agit d'un poisson d'avril. Mais pendant que tout le monde découvre son nom, son regard se porte déjà vers une autre paroi. Une falaise encore plus grande, encore plus laborieuse, quasiment impossible. Retour chez lui dans le Yosemite. On est le 8 septembre 2008. À cette époque, Alex avait déjà répété la plupart des grandes lignes en solo des plus grandes légendes de cette vallée et voulait en découvrir de nouvelles. Pour lui, le choix est évident. Ça sera le Half Dome, une paroi en granit de 600 mètres de haut dominant l'est de la vallée. C'est le deuxième plus grand sommet du Yosemite, après El Capitan. Northwest face of Half Dome without a rope. There isn't anything else I can think of that requires that kind of concentration for that length of time, with the penalty being certain death if you make any mistake. Moonlight was just a little step along this path of soloing. I knew that Half Dome would be a huge step, miles harder than Moonlight. Le problème, mais aussi la fascination, c'est qu'il est tellement immense qu'il ne sait pas comment l'aborder, comment s'entraîner à le grimper en free solo. Alors, il trouve une solution. I didn't really know how to prepare for potential free solo. It was just twice as big as anything I'd ever soloed. So I decided to skip the preparations and just go up there and have an adventure. I figured I would rise to the occasion, which, unsurprisingly, was not the best strategy. Son seul entraînement s'est fait 2 jours plus tôt avec un ami sur la face nord-ouest, une voie côté 7A+. Pourtant, le jour J, Alex décide de ne pas suivre l'itinéraire qu'il avait repéré. Il veut en fait éviter une section trop difficile, la contourner par une variante plus simple qu'il connaît mais qu'il n'a en revanche jamais empruntée. Alors, le doute commence à s'installer. Il fatigue bien plus vite que prévu sans être certain d'être sur la bonne voie. Some climbers remember every movement of every route. I'm definitely not gifted like that. I knew the hardest parts pretty well, but the rest of it was all a bit of a question mark. Thankfully, it was pretty much the right way, and I circled back to the route. I was slightly rattled, but I tried not to let it bother me too much because I knew that all the hardest climbing was up the top. I needed to stay composed. Il arrive maintenant sur une dalle en granit lisse, sans fissure, sans prise, avec tout juste quelques textures à peine perceptibles sur un mur quasiment vertical. À ce moment-là, sa vie ne tient plus qu'à une chose, le frottement de ses chaussons sur une toute petite prise. Pas vraiment mauvaise, mais pas vraiment bonne non plus. 2 jours plus tôt avec une corde, il s'en serait servi sans réfléchir, mais là, il hésite. En réalité, grimper avec ou sans corde est tout aussi dur physiquement. La vraie différence, elle se fait dans la tête. Là, ce n'est plus seulement du doute, c'est de la panique. I was like, what am I doing up here? Why am I doing this? You know, just all the questions all of a sudden entered my mind. Basically, as soon as you start to hesitate, then you're screwed. I just had this mini nervous breakdown. I never had anything quite like that happen before. Alors, après ce qui lui semble être une éternité, il se décide, il se redresse sur son pied droit. Et ça tient. L'ascension la plus difficile de sa vie vient de se terminer. Il aura mis 2h15. C'est la première fois que quelqu'un grimpe le Half Dome en free solo. C'est l'un des exploits les plus endurants jamais réalisés sans corde, mais malgré cette performance, il n'est pas satisfait. Il estime à juste titre avoir eu de la chance. Et pour lui, elle n'est pas une option. Il ne veut pas être un grimpeur chanceux. Alex Honnold veut être un grand grimpeur. Je vais bientôt vous dire qui il est, ne vous inquiétez pas. Mais après une année de pause en free solo, il revient dans cette vallée pour grimper la première 7C+ des États-Unis, de Phoenix, réalisée pour la première fois en 1977 par Ray Jardine. One of the scariest things I've filmed is Alex Honnold soloing the Phoenix, the slippery, steep 513 crack that runs for 130 feet. Nobody had ever soloed a route that hard in Yosemite. Normally, Alex is so chill about everything, but he flashed me this quick, nervous smile that made me think, wow, he's feeling something here. The Phoenix starts with tips lie backing up a thin corner, which isn't really ideal for soloing because I remember it feeling pretty insecure and kind of tenuous. The rest of the route is basically a consistently overhanging thin hands crack. That part, again, I found kind of hard because I have really big hands, and so tight hands just feels hard for me. He finally reaches around, swings over, and pulls into this little stance. After Alex finishes the climb, I'm like, holy shit, he just made history. He's climbed the hardest route that's ever been soloed in Yosemite. How was that?
Really? After that, he didn't have some adrenaline or altered mind states. Said he felt a little tense on the climb and he didn't really like how he'd performed. Voilà, je pense que vous commencez à cerner le personnage dont nous allons parler aujourd'hui. Un homme qui, après avoir gravi l'une des voies les plus difficiles jamais réalisées en free solo dans le Yosemite, trouve encore le temps d'être lucide, autocritique et d'admettre qu'il n'a pas vraiment aimé sa performance. Un homme qui, après avoir signé un nouvel exploit en 2014 avec El Sendero Luminoso au Mexique, une paroi de 760 mètres de haut, peut-être la plus difficile jamais réalisée en solo, se suffira d'un simple sourire à son arrivée au sommet. Mais en fait, cette recherche tue toujours plus, cette exigence n'est pas vraiment une surprise. Alex faisait partie de ces enfants dont la timidité en devenait presque paralysante. I was quite a shy child, a bit of a dark soul, I think. Maybe melancholic is the word. I remember really liking to play with my Legos and playing computer games, and then obviously once I started rock climbing, I was going to the climbing gym all the time. But I didn't really have a whole lot of hobbies or interests. That definitely wasn't cool, you know. So when you meet Alex Honnold, you're gonna be like, huh, this guy is a bumbling, dorky, awkward kind of goofball. You have girls in here a lot? Do I look like I have girls in here a lot? À Sacramento, là où il grandit, son lycée était un peu à part, intégré à un programme de baccalauréat international. Ici, ils étaient tous un peu intello, un peu dans leur bulle. Personne ne se considérait vraiment comme étant cool. Dans un sens, ça lui convenait. Être solitaire, ringard, tout le programme tournait presque autour de ça. Mais lorsqu'il commence l'escalade à l'âge de 10 ans, sa timidité est tellement profonde qu'il préfère grimper sans corde plutôt que de demander à quelqu'un de l'assurer. Il commence ensuite à grimper plus souvent en extérieur. Il prend la route par camper mais avait trop peur de parler à des inconnus. Alors il grimpe souvent seul, non pas par choix mais parce qu'il ne connaît personne. C'est donc là qu'intervient son père. I think my dad is like a teddy bear. He always took me to the gym climbing as a kid. I mean, you know, he was super supportive of my climbing. He was, you know, a supportive dad. You know, he was super good dude. Un nounours qui malheureusement ne parle pas de ce qu'il ressent, qui reste très secret, très morose et obsédé par les voyages comme Alex le sera plus tard par l'escalade. And then my dad didn't talk about anything. Nobody had an emotional bond with Charlie. Charlie was probably what we call nowadays Asperger's. Charlie's obsession, whatever you want to call it, monomania. He loved to travel. When he wasn't traveling, things were not good. He lived to travel like Alex lives to climb. Ce manque de communication dans la famille va se ressentir plus tard chez Alex et ne sera pas seulement causé par son père. Part of the thing with the L word, you know, is saying love and stuff, is that like in my entire life, no one in any part of my family has ever used, you know, that word. My mom has only spoken French to my sister and I our whole lives. She's a French teacher. So she says je t'aime or whatever. Alex would do something and we'd call him stupid names. Hey, bozo, don't do it like that. You're just demeaning things. I have no recollection of that. If you learn that about your self-worth when you're this big, I don't think that goes away. My mom's favorite sayings are presque ne compte pas, almost doesn't count, or good enough isn't. No matter how well I ever do at anything, it's not that good. The bottomless pit of self-loathing. I mean, that's definitely the motivation for some soloing. Mais un événement majeur va venir marquer un tournant dans la vie d'Alex et de sa famille. Alors qu'il n'a encore que 19 ans, son père meurt soudainement d'une crise cardiaque. À partir de cet instant, c'est décidé, il arrête ses études, prend un van pour y habiter et se consacre pleinement à l'escalade. Alex ne vit plus que pour une chose, faire ce qu'il aime avant qu'il ne soit trop tard. It's really kind of too bad that he doesn't get to see how it all played out, because he put so much effort into nurturing my climbing. But who knows, maybe Mom thought that he was like holding us back or like, you know, not pushing us to achieve our full potential or like whatever, you know what I mean? For sure it's affected how I live my life. It gives you sort of a sense of the impermanence of things. You really have to like seize the time you have and like do the things you want to do. Alors, en grandissant dans une famille aimante, mais dans une maison où l'amour ne se disait pas, sa timidité mélangée à une faible estime de soi l'ont poussé à gravir en free solo des parois toujours de plus en plus complexes, de plus en plus hautes, sans jamais être pour autant pleinement satisfait de ses accomplissements. I would be happy if he didn't free solo. I've always appreciated that he never told me beforehand that he was going to free solo anything. I could come down on him and say, you shouldn't be doing that, and alienate him, and it would have alienated him because that's his whole life. I think when he's free soloing, that's when he feels the most alive, most everything, the most, feels the most. And how can you even think about taking that away from somebody? You know, I wouldn't. A genius, a deep thinker. Disagree. Climbing a steep mountain would be too scary for me. I have trouble controlling my impulses.
is depressed. Soloing is like such a weird personal activity. You never talk about soloing projects. I mean, I've done all my soloing without telling anybody because I don't want any extra pressure. Honnold's on another level than anyone else out there. It's like he doesn't even feel fear or feel any of the normal human emotions that anybody else feels. He has this ability to just shut his brain off and do the sickest things that have ever been done. Le meilleur endroit pour repousser ses limites, c'est donc comme on l'a vu, le Yosemite. Là-bas, un grimpeur va attirer l'attention d'Alex. Pour lui, il s'agit sans doute du meilleur grimpeur de la planète. Pour le monde de l'escalade, de l'un des plus marquants de l'histoire. Et ici, dans cette vallée, d'une véritable légende. Ce qu'Alex ne sait pas encore, c'est qu'il va bientôt faire équipe avec celui qu'il admire pour l'un des projets les plus fous de sa vie. Je vous présente l'Américain Tommy Caldwell. Sa spécialité, les Yosémites et plus particulièrement les parois démesurées d'El Capitan sur lesquelles il y détient le record du plus grand nombre d'ascensions réussies. Tommy has put up some of the hardest routes in the country. I've been reading news stories about his climbing since I was a little kid. And so I just thought of him as like some climbing god. I didn't technically have posters of him up in my room as a kid, but it was like the same deal, you know, where I was like, Tommy is the man. Tommy, c'est l'histoire d'un acharné, d'un grimpeur méthodique, obsessionnel, capable de passer des années sur une paroi pour trouver le bon enchaînement. Il a gravi toutes les voies d'El Capitan, a commencé à lire entre les voies pour en trouver de nouvelles, pour trouver de plus en plus de difficultés et a effectué pour la première fois l'ascension de 5 nouvelles voies. Avec Kevin Yorkson, il a même réalisé pour la première fois l'ascension du Downwall, une 9A. La paroi la plus compliquée d'El Capitan, le Big Wall le plus compliqué du monde. Elle est la voie d'escalade qui, je crois, a pris le plus de temps à être étudiée puis finalement gravie. Un projet de plus de 12 ans de travail. Un exploit encore plus fou quand on sait que Tommy avait perdu les 2/3 de son index gauche dans un accident domestique en 2001. Un coup dur pour un grimpeur, d'autant plus que les médecins étaient formels. Il ne grimpera plus jamais à haut niveau. Mais cette ténacité ne s'arrête pas là. À 14 ans, Tommy avait déjà accompli ce dont certains rêvent toute une vie. Le Mont Blanc et le Cervin. Alors quand en 2003 germe en lui l'idée d'une traversée encore jamais réalisée, il sait qu'il aura besoin d'un partenaire à la hauteur, capable de gérer une prise de risque dans un environnement alpin extrême. Si toutes les tentatives ont échoué jusqu'ici, c'est principalement à cause de conditions météo extrêmement instables. Tommy a besoin de quelqu'un de rapide. Pour lui, c'est donc une évidence. Son choix se tourne directement vers Alex. Car ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'Alex détient déjà plusieurs records de vitesse sur les parois du Yosemite et avait déjà fait appel à Tommy pour en réaliser un. On reviendra plus tard sur ces records, mais pour l'instant retenez donc juste une chose, Tommy ne l'a pas choisi par hasard, et ce n'est pas la première fois que ces deux-là font équipe. I think Alex and I just felt like if we got together and climbed, we could do stuff that we couldn't do on our own. And from there it evolved into this very close friendship. En revanche, il sait aussi que les sommets enneigés ne sont pas du tout du goût d'Alex. Il ne connaît rien à l'alpinisme, ne sait pas utiliser les outils, déteste le froid, déteste être encombré de matériel, et quand son objectif est de grimper de la façon la plus pure possible les parois les plus hautes du monde en free solo, on peut le comprendre. Mais Alex aime les défis, il aime aussi son ami, et il veut réaliser son rêve. La Fitz Traverse, en Patagonie. Une ligne de 7 arêtes que vous connaissez tous, puisqu'elle est justement devenue le logo de la marque, Patagonia. Malgré de nombreuses expéditions menées par des alpinistes ultra expérimentés, donc, personne ne l'a encore réussi. The first thing you see, even from hundreds of miles away as you're driving into town, is the Fitz Roy skyline. The full Fitz Traverse is the biggest project waiting to get done to climb all of those peaks in one go. It's very, very jagged, very steep, and very long. How would you not want to try a skyline like that? I mean, you see it, and it's the obvious thing. Oh yeah, I want to go up and down all that thing. As we were waiting for the weather to clear, we learned that we had some competition. Rolando Garibaldi and Colin Haley, and we're going to try the Fitz Traverse as well. Rollo and I tried it twice together. Both times we didn't get very far. Finally, this weather window started to show up on the forecast. 5.5 or 6 amazing days of perfect weather. Everybody gets excited. People are like, oh, it's such a big window. It's going to be so epic. This never happens. We better go big. I think the crux of the Traverse is logistical. Yeah, it might be quite tricky for Alex and Tommy, two people with a lot of skills and not that much know-how. The one advantage that me and Alex have is that we'll be able to climb the long sections of clean rock really fast. You know, Alex is so bold that I thought maybe if we just fall to our death. But it turns out that his boldness makes him incredibly efficient. He can run up huge chunks of rock in no time at all. There's obviously a huge element of risk, but Alex has this confidence that is totally contagious. When I'm climbing with him, I just believe that I'm not gonna fall.
It's like a drug. It's like a vice in a way. I don't really want to do it, but I just like let myself do it sometimes because it's kind of nice. I'm not like encouraging him to take more risk. I'm just sort of giving him a glimpse of like what you get to do when you do take a little risk. Alex really has no idea what he's talking about. He doesn't know how to walk on snow and telling me that it's no big deal. Alex No Big Deal. Voilà son fameux surnom. Il prend cette ascension tellement à la légère qu'il se trompe de crampon le jour du départ. Alex had brought the wrong kind of crampon. I wouldn't know the difference. We just didn't even know what to expect. Au final, Alex et Tommy croisent la deuxième équipe qui tente aussi la traversée, mais Rollo étant malade et sachant qu'Alex n'a pas les bons crampons, retire les siens pour les lui donner avant d'abandonner. For Rollo to just basically give up his dream of doing the Fitz Traverse and then give me the tools that I need to finish the traverse, you're like, oh, that's, that's very big of him. I mean, we offered them a bunch of water and basically give them a hand on whatever we could. Our small participation in their traverse, so our small contribution is a pair of crampons. En revanche, pour mener à bien leur projet, ils vont avoir besoin d'une stratégie. Et la voici. Lorsqu'ils sont face à de la roche, c'est Alex qui grimpe en tête, c'est-à-dire en premier pour pousser l'équipe le plus vite possible. Alex decided he was going to climb like the first 12 pitches or something in one block. That sounds reasonable. Yeah, that seems reasonable, huh? Et arrivé sur de la glace, on inverse les rôles. La seule condition est qu'Alex, étant moins habitué au froid, a le droit de garder la doudoune. Une condition qui aurait pu coûter la vie de Tommy. Le soleil se couche et il s'apprête à gravir le passage le plus compliqué de toute la traverse. Okay, so what did we just do, Tommy? We just climbed the north pillar, which is icy and wet. And now we're pooped and we're covered in snow. We're on top of the north pillar. We're about to climb to the actual summit. That is cool. Oh, let's look at this intimidating ice thing. Oh yeah, can you see? Okay, so that's our route. The upper head wall of Fitz Roy just looked horrible. It did look like an abomination. Super scary, really wet. There's like a waterfall coming down. There's ice falling all over the place. I looked up there and I was like, I think we're done. I think we got to turn around right now. And Alex was like, what are you talking about, dude? You got this. So I was like, oh, Tommy, I'm sure you'll be great. Like, just go over there and try your best. I think sometimes Alex is just so, he is so confident in himself that he tends to just like think that other people are as solid as he is, but it's not the case. He's looking up at this face that's covered in ice and telling me that it's no big deal. I didn't have any experience climbing that kind of terrain. So we put on all of our rain gear and just ventured into this waterfall. I got saturated down to my underwear. Once we got that wet, I was like, well, we really have to keep going now. I was like, how is he not hypothermic? It was full survival mode. I was chopping rime off the wall and it was hitting Alex. But then Alex was like, yeah, dude, just keep going. Tommy would be leading with the one ice tool, which would leave me with just my hands. So I'd be using like one finger in the hole from the ice tool. Or I'd just be like punching my fist into the snow, or sometimes just clawing at it. And I was like gripped out of my mind. Alex drastically underestimated every aspect of this climb. This whole traverse is one of the craziest experiences I've had climbing. I was so far outside my comfort zone for so much of it. It was cold and it was wet and I was so fatigued. My vision was blurring in and out. Like I thought I was having a stroke or something. To see him really challenged was kind of cool for me in a way. I was like, wow, there's a crack there in the invincible man. It's 3 in. We're eating our pasta dinner almost on top of Fitz Roy in our little tent on a snowfield. Tommy just led an epic 1,000-foot block to the summit. Yeah, horrible conditions. I got soaking wet. Yeah, but then managed to dry. And then managed degree temps, which I didn't even understand. That's just because I'm a heater. Maintenant, c'est une épreuve d'endurance et de résistance à la douleur qui les attend. So let's inventory. Our tent is full of holes. I dropped one of my climbing shoes. My sunglasses are totally broken. My shoes are falling apart. Look at my pants, they're about to turn into cutoffs. Our sleeping bag, we burnt a big hole in it. My spirits are broken too, I think. I'm pretty sure. After 4 days of intense climbing and pretty high stress, it was kind of surreal to be so near the end of the whole traverse. What an epic journey. We just cruised up De La S, getting to the top, being done with the thing. I was kind of blown away, actually. I couldn't believe that we had pulled it off. We were psyched. Entre le 12 et 16 février 2014, Tommy et Alex réalisent la première traversée de ce massif en seulement 4 jours. Pour la Fitz Traverse, notre duo de novices recevra la plus haute distinction de l'alpinisme, le piolet d'or. Pour Alex, il s'agit de sa toute première ascension en Patagonie. Il vient d'accomplir sans expérience ce que beaucoup d'alpinistes expérimentés rêvent de pouvoir réaliser et remporter un jour. Une première historique, une première ascension, une première traversée, un piolet d'or, Alex lui l'a fait. Et comme toujours, avec sa façon bien à lui de célébrer. Finished it! Woo! On the summit! Yeah, Alex!
never excited. What the hell? We just traversed the whole boundary. At least I was psyched. It was one of the more intense adventures of my life. And there was a lot of times when I thought we were in way over our heads, but that's what makes for really rich experiences. I really couldn't imagine having a better partner or doing it with anybody else. You have to keep morale high when you're suffering. And I think both of us just come by that pretty honestly. It's super satisfying to come down here and get lucky with the weather like that and just get to climb everything. But for me, it wasn't so much about the objective or the summits that we climbed. It was about having an adventure with Tommy. You're dressed like Peter Pan right now. They smell really, really bad, actually. When I think about what we did, this was huge. This was a moment that I will never forget. But we're definitely being a bit more risky than I would love to be, especially being a new dad. It makes me wonder if this kind of climbing is even worth it. Ce questionnement, il va être au cœur du prochain projet d'Alex. Car ce qui l'attend est peut-être l'ascension la plus engageante de sa vie. Celle que vous attendez de voir depuis le début, le free solo del Capitán. Depuis le Half Dome, il n'a plus rien gravi d'aussi symbolique dans le Yosemite. Pourtant, cela fait maintenant plus de 7 ans qu'Alex y pense. Chaque année, l'idée grandit de plus en plus dans sa tête, mais chaque année, ce n'est jamais la bonne. L'idée de grimper le Capitán en free solo lui fait encore trop peur. Alors, il est temps pour moi de vous faire comprendre ce qu'il se passe dans sa tête à partir de 2016. I understand why Alex is obsessed. El Cap has obsessed generations of climbers. I think it was first climbed in 1958 by Warren Harding, and it took them 46 days over 16 months because they couldn't do it continuously. The idea of climbing El Cap, obviously I get interview questions about it all the time with like, oh, would you like to do that? And I've always been like, no, well maybe, we'll see, you know, who knows? But like in the back of your mind, you're like, yes, for sure. This is like the whole valley. Like we're driving in this highway, and then this is like the valley loop from here to here. The main rocks are all like between here and here. Having the girlfriend in the van is awesome. I mean, she's cute and small and like livens the place up a bit. Doesn't take up too much room. I mean, it's pretty much makes life better in every way. Alex was giving a talk in Seattle in December last year. I didn't know anything about him, and I showed up. When I got my book signed, I gave him my number. Which was sort of a joke with a friend, but then evolved. I just thought he was really cute, but also brutally honest. But I'm really drawn to that. But he's also just a funny guy. He's weird. He's a weird dude, and I find it interesting. You see straight in front of us, there's like a depression that looks like a heart. Yeah. To the left of that, that's Freerider. Freerider, c'est la voie que compte prendre Alex pour gravir El Capitán. 883 mètres de voie cotée en moyenne à 7C+. Elle se divise en 33 longueurs et Honnold, lui, est inquiet pour 5 d'entre elles. La première se nomme Free Blast. Sur cette partie de la voie, Alex s'est déjà blessé à la cheville. Ici, tout est une question d'équilibre. Les prises sont très peu sûres et si les pieds viennent à glisser, les mains ne peuvent rien retenir. La deuxième partie, c'est la descente vers Hollow Flake, un passage intimidant, délicat et bien exposé avant d'arriver au Monster of Width. La troisième partie, très physique, douloureuse et exigeante une forte endurance. When you're in the Monster of Width, some part of you is always being crushed in the mountain. Imagine like the worst type of Pilates class in the whole world. Somebody like flogging you as you do it and occasionally like sandpaper and skin off your body, telling you to hold the position until you freaking vomit. And if you lose the position, you die. Ensuite vient l'Enduro Corner. Selon Alex, il est à lui seul le passage le plus compliqué de toutes ses ascensions en free solo. Ici, les pieds n'ont pas vraiment de prise. Ce qui les maintient, c'est la pression exercée par les mains dans la fissure. Plus on tire sur les mains, plus les pieds tiennent sur la paroi. C'est la partie de la voie la plus éprouvante pour les bras et elle intervient à 750 mètres du sol. Mais la partie qui l'inquiète le plus est évidemment le crux, la partie la plus dure, qui se situe juste avant l'Enduro Corner. Le boulder problem. The boulder problem has a 10-foot section that's incredibly difficult. You've got your right hand on a crimp, left hand on a side pull, and then you put your right foot onto this dimple thing. Right hand goes up to a small down pulling crimp, left foot goes into a little dish, and then you drive up off the left foot into the thumb press. That's the worst hold on the entire route. So you get maybe half your thumb on the hold. Then you roll your 2 fingers over the thumb, switch your feet, left foot stems out to this really bad sloping black foothold. Switch your thumbs, and then reach out left to a big sloping bread loaf type hold that feels kind of grainy. From there, either karate kick or double dyno to an edge on the opposite wall. In some ways, it makes more sense to do the big 2-handed jump because you're jumping to a good edge, so there's actually something to catch. But the idea of jumping without a rope seems completely outrageous. If you miss it, that's that. But then the karate kick always feels like you're falling into the other wall, which also feels outrageous for soloing.
Pour ce grand écart, dites-vous qu'il s'est entraîné pendant 4 ans pour être sûr d'être assez souple et à l'aise à cet endroit. Bref, je pense que vous comprenez maintenant pourquoi Alex met tant de temps à se lancer. Chaque partie qui l'inquiète semble être la plus difficile de l'ascension. Alors, il est normal qu'il ne soit pas le seul à s'inquiéter. You never want to feel like you're getting in the way of someone's goal. And it's really hard for me to grasp why he wants this. But it's his dream, and he obviously still really wants it. I can worry as much as I want internally, but if he doesn't do this stuff, he'd regret it. If Alex and I got married and had kids, I would feel a lot more willing to say what I thought about what was acceptable risk or not. Le risque, justement. Alex en a une vision bien différente de celle des autres. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, mais ce dernier est végétarien depuis maintenant 4 ans. D'abord principalement pour des raisons écologiques, puis plus tard éthiques. Outre le fait qu'il soit l'exemple parfait qu'adopter un régime alimentaire plus respectueux des animaux et de l'environnement ne freine en rien ses performances physiques, il s'agit aussi pour lui d'avoir un mode de vie plus sain. Ça, il l'explique bien avec l'exemple de son père. My father randomly died of a heart attack at 55. And I mean, he was leading, by any measure, a very low-risk lifestyle. And then one day he was just like running between airport terminals and fell over dead. But the thing is, you know, he was kind of overweight. He like wasn't really exercising that much, and like his diet was pretty bad. And so, I mean, even though he's not like an extreme athlete or doing anything super risky, it's like, I mean, he does have a lot of risk going on in his life. So this is a big thing with like the vegetarian diet. People are like, oh my God, how do you get your protein? How do you stay fit or whatever? And you're like, dude, the majority of the world operates on a vegetarian diet because they're poor. And it's like, they basically are like relatively healthy, lean folks. So after Dean died, I wrote a response in Time magazine where I talked a little bit about society's view of risk and I actually mentioned healthcare in it a bit because, you know, half the people that are condemning risk-taking behavior are themselves taking crazy risks in terms of lifestyle and health. Quand on le traite d'inconscient, Alex voit surtout une société qui banalise des risques bien plus silencieux mais tout aussi mortels. Alors ce qu'il ne supporte pas, c'est que des personnes menant un style de vie très peu sain se permettent ensuite de pointer du doigt ceux qui partent à l'aventure dans la nature en les traitant d'irresponsables. Well, so I often differentiate between risk and consequence because people are like, oh, what you're doing is super risky. And I'm always like, oh, what I'm doing is super high consequence, meaning that if something happened, I would for sure die. But it's not necessarily risky because the risk is the likelihood of me actually falling off, and that you know you can't really determine that from seeing a picture or seeing a video clip or something because you know that's something that only I really know how solid I am on the wall, like how likely I am to fall off of it. There's been a lot of speculation about like how I deal with fear and like how I'm able to free solo. People are just like, oh well, he must be a thrill seeker. There must be something defective. I think all the soloing he's done has trained his mind. He doesn't get emotionally affected by it the way that a lot of people do. And not knowing about the science of that's probably a product of your past more than it is just a genetic thing. Eh bien en réalité, il s'agit des deux. De son passé évidemment, mais aussi de sa génétique. Des médecins ont proposé à Alex de passer une IRM fonctionnelle pour examiner l'activité de son cerveau face à certains stimuli. Il s'avère que son amygdale, donc la partie dans le cerveau responsable de la gestion des émotions et notamment de la peur, ne réagit pas. Ou très peu. Là où un cerveau normal s'active immédiatement face à des images anxiogènes, le sien reste pratiquement inactif. Il a besoin d'un plus gros stimuli. En clair, ce n'est pas qu'il ne ressent rien, c'est qu'il fonctionne biologiquement autrement. Là où nos mécanismes d'alerte s'emballent, les siens restent silencieux. Mais attention, ce n'est pas pour autant qu'Alex n'a pas peur. À l'automne 2016, après un entraînement intensif au Maroc où il réalisera encore des premières, il tente l'ascension d'El Capitan. Il part à environ 5h du matin dans le noir pour atteindre le crux avant que le soleil ne tape trop fort. Une chose à comprendre, c'est qu'arrivé à un certain point, Alex ne pourra plus abandonner en chemin. Redescendre serait bien plus dur et dangereux que de continuer. Alors s'il doit repartir, c'est encore possible. Et c'est ce qu'il fait. Il abandonne à sa première tentative. Dites-vous que c'est tellement rare que son abandon en a rassuré plus d'un. Il se rend compte qu'Alex est différent des autres, qu'il est conscient du danger, qu'il est obsessionnel, rudement honnête, parfois difficile à vivre, oui, mais qu'il sait aussi renoncer, avoir peur. Ce qu'il fait n'est pas qu'il refoule ou refuse de ressentir de la peur. S'il n'avait jamais peur, il ne s'entraînerait pas. Ce qu'il fait, c'est qu'il accepte de la ressentir jusqu'à ce que ça ne lui fasse plus aucun effet. Et il est clair qu'ici, elle lui en fait encore. Tommy was really the only possible partner for the training that I was hoping to do in Morocco. Tons more people have died, and Alex is kind of the most likely to die. But I know he's gonna do it, so I'd like to be there to help him prepare as well as he can. If he went to solo it and fell and died, and I hadn't helped him prepare, that would be harder for me. Like, I just know that I'm one of the people that's gonna be able to do that the best with him, and so I should. Alors, il va devoir s'entraîner, se renforcer, devenir plus agile, plus en forme, et c'est là que des questions vont commencer à ressurgir. Des questions d'éthique.
Car ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que l'ascension d'El Capitan va être filmée dans un documentaire intitulé Free Solo, réalisé par le couple Jimmy Chin et Elisabeth Chaivassarelli. I've always been conflicted about shooting a film about free soloing just because it's so dangerous. It's hard to not imagine your friend, Alex, soloing something that's extremely dangerous, and you're making a film about it, which might put undue pressure on him to do something, and him falling through the frame to his death. And we have to work through that and understand that what we're doing is something that we can live with even in a worst case scenario. And also he was acutely aware that any cameraman found fear in that moment and that there's a reflection that happens where Alex would feel his fear. So the compromise was remote cameras. Il est important de comprendre qu'il ne faut pas que l'équipe de tournage impacte son état d'esprit. En free solo, il peut être très fragile, d'autant plus qu'Alex n'a pas l'habitude d'avoir toute une équipe de tournage avec lui. Lors de sa première tentative en 2016, les caméras étaient justement la raison principale de son abandon. Le but est donc de filmer de belles images sans le gêner, tout en le laissant vivre l'expérience qu'il souhaite. Alex doit absolument grimper pour les bonnes raisons. Pour lui, pour son plaisir, et non pas pour satisfaire les besoins du documentaire. But like, I wouldn't want to fall off right in front of my friends, because that's kind of messed up. Where are you comfortable with us being, essentially? Cool. You have sur le toit, like The traverse into it. Mm-hmm. Yeah. And then just a camera above, sitting above the boulder pitch, essentially. Yeah. It's distracting. Yeah, it's distracting. Well, it's not just distracting, but it's also like, you know, nobody wants to see that. I don't know. Like, yeah, it's better not to. Okay. Having all these people around requires a higher level of preparation and a higher level of confidence, basically. I need to like dial it in so much that, you know, it doesn't matter if there's like a stadium of people watching me because it's so easy for me that I'm just like, check this out and just do it. Pitch 1 to stay left towards the top splitter. Feels more secure. I'm worried that tomorrow's gonna be it. Like, Alex's existence will be over. Pitch 2, trust the right foot, rock on, trust the feet, right hand to the last undercling. You know, like, I shouldn't be having that thought. Don't freaking let that be our last hug or whatever. Right hand through to a little finger pocket. You go left foot out to an edge around the corner. You're like, why do you want to do this? Like, it's a totally crazy goal. The key thing for the crux. Pull hard, trust feet, trust, underline, double exclamation point, period. Autopilot, period. Malheureusement, et j'en suis désolé, je ne peux pas vous montrer son exploit à cause des droits d'auteur. Un exploit que découvrira en revanche le grand public un an plus tard, le 28 septembre 2018, dans le documentaire Free Solo. 97 minutes de tension qui seront récompensées de l'Oscar du meilleur film documentaire et que je vous conseille donc d'aller voir. Une prouesse historique qualifiée par le New York Times de l'un des plus grands exploits sportifs de tous les temps. Un tournant dans l'histoire de ce sport. Alors le prochain objectif d'Alex est de gravir une paroi encore plus haute, encore plus compliquée. Sauf que non. Pour Alex, c'est terminé. Il ne se lancera plus dans des aventures aussi dangereuses que celle-ci. Personne ne pourra réaliser quelque chose d'aussi fort et d'aussi symbolique pour le monde de l'escalade. Alors vous pensez peut-être qu'il a tout fait. Eh bien, je pense que vous avez déjà oublié une chose que je vous avais dite. Tommy Caldwell n'avait pas choisi Alex par hasard pour la traversée du Fitz Roy, ce n'est pas la première fois que ces deux-là faisaient équipe, et Alex détenait déjà plusieurs records de vitesse. Bon, dites-vous que les ascensions en free solo d'Alex ne représentent que 5% de son temps passé sur les parois. Les 95% du temps restant, il grimpe en cordée. Parmi ces différentes disciplines, il en existe une particulièrement niche et dangereuse, l'escalade de vitesse. Une branche qui se rapproche parfois du free solo à 2 détails près. Ici on est attaché, mais le but n'est pas juste de grimper sans tomber, c'est de le faire le plus vite possible et par tous les moyens. Un contre-la-montre vertical, des centaines de mètres à une cadence hallucinante où la moindre hésitation peut tout faire basculer. Forcément, une discipline aussi extrême n'aurait pu n'être qu'à un endroit, le Yosemite. Depuis plus de 60 ans, les figures de l'escalade s'y affrontent pour un objectif unique, le record de vitesse sur la voie la plus célèbre d'El Capitan, The Nose, une 8B+. The Nose is 3,000 feet of climbing straight up the center of El Capitan. And it's one of the most famous historic routes in the world. The speed record on the Nose has always been a serious competition. The different climbing heroes breaking the record back and forth. I mean, climbing El Cap really quickly is pretty hardcore. En 1958, Warren Harding réalise la première ascension du Nose en 40 jours.
2 ans plus tard, son rival Royal Robbins réalise la 2e ascension en une semaine. Dans les années 80, Peter Croft explose les records. If I can do that fast, then I've got the whole afternoon free to do something else. Dans les années 90, c'est maintenant Hans Florin qui rejoint la course. It is the most badass competition there is. Fastest time up the most incredible rock faced in the world. I think this record will last for a good long time. Il tiendra 5 ans avant qu'il ne soit battu par les frères Hubert. Hans Florin fait alors équipe avec le japonais Yuji Hirayama pour reprendre le record. We're down to not just minutes but to seconds. The record went back and forth. We want to one-up each other. We want to be number one. Dean Potter faisait lui aussi déjà partie de la course. Il se disputait le record avec Hans depuis 2001. The whole strategy starts to become more extreme. At the boot, I run out the entire track, just hold the rope with my hands as Sean swings across. Basically just less protection, bigger risks. No gear, don't fall. Okay. It's coming close to a certain limit. In 2012, Dean Potter shaved a few seconds off the time, and Hans had to hitch his wagon to a new horse. I'd been looking around for somebody else I can team up with. I thought, Alex Honnold soloed Half Dome. Well, let's pull him into the mix. D'ailleurs, il n'avait pas fait que ça. En mai 2012, Alex Honnold s'était aussi fait un nom dans l'escalade de vitesse. Il avait établi le record de la face ouest du Half Dome en 1h22, la même voie qu'il avait gravi 4 ans plus tôt en free solo. En juin 2012, Hans Florin et Alex Honnold pulvérisent donc le record du nose en 2h23 minutes et 46 secondes. Un record qui tiendra 5 ans jusqu'à ce que 2 rookies ne viennent le prendre en 2017. Jim Reynolds et Brad Gobright. You know, I made a little Instagram post thing. I did not see that one coming, that's for sure. Barely knew who they were. They just came out of nowhere and broke the nose speed record. I got a text from Alex literally like less than a minute after I'd made the post. Like, hey, congrats, you know. A quick little like, hey, good job, guys. Yeah, all right, I'm calling Tommy. When Brad and Jim took Alex's record, Alex started talking about recruiting me. There aren't that many potential partners out there for speed climbing the nose. There just aren't that many people who can physically climb 3,000 feet really fast. And to me, the most obvious choice is Tommy Caldwell. He's a really good trad climber. He's a really good granite climber. I mean, my shoes are named after him, so that's always a good sign. Ensemble, ils avaient déjà établi un exploit. En 2012, quelques semaines avant son record du nose, Alex et Tommy réalisent la Yosemite Triple Crown, une ascension consécutive des 3 plus grandes formations du parc. El Capitan, Half Dome et le Mount Watkins. Au total, plus de 2100 mètres de parois verticales bouclées en moins de 20 heures. Un record que battra de nouveau Alex, cette fois tout seul, entre le 5 et 6 juin 2012. Et c'est là que l'on comprend vraiment qui il est. Ce n'est pas qu'un casse-cou du vide ou qu'un fou solitaire. C'est un obsédé des records, mais surtout un obsédé du mouvement parfait. Car dans l'escalade de vitesse, tout comme en free solo, tout doit l'être si l'on veut espérer vivre et entrer dans l'histoire. You had to memorize all the moves, all the gear. You had to know what your partner's doing in the different places. You had to figure out all these different ways to refine things down, you know, as near to perfection as you can. I mean, the real beauty of speed climbing, it's like approaching perfection. There's no wasted movement, no wasted gear, like no wasted time. And you're in this perfectly choreographed dance with your partner. It feels amazing. Pour se perfectionner, Alex a même une idée derrière la tête. Franchir une barrière que beaucoup pensent encore inatteignable pour l'instant. Celle des 2 heures. Le problème, c'est qu'aller vite signifie prendre moins de matériel, mais plus de risques. There have been a lot of semi-legendary falls on the nose where people fall like 100 feet down the wall. Just a week ago, Hans Florin fell off and hit a ledge. I'm pretty sure I've broken one or both of my legs. Shattered both his heels. Hans has climbed the nose like 109 times or something. And then to just take a fall like that and break both his legs is pretty grim. Breaking your legs, you're going to recover from that. I feel like that risk is acceptable. But 6 months ago, Quinn Brett, a total badass, fell off of the top of Boot Flake, doing exactly what we're doing. When Quinn's accident happened, my emergency pager goes off and there's someone who needs to be rescued. And it's one of our friends, Quinn Brett, who had just taken like the most enormous fall you possibly could off of the boot flake. I was told that she was dead and that we were going to do a body recovery. She had gotten all the way to the end of the pitch, somehow slipped, and then took the 100-foot fall and hit the Texas flake and then fell behind it. We went up to get her down, and then it turned out she was still alive, but she had shattered her spine and probably would be paralyzed for the rest of her life. I'd climbed the nose 12 or 13 times. I did speed records on El Cap and in Zion and in Rocky. Had I summited that day, I would probably still be speed climbing. I mean, it was a pretty awesome feeling.
until the moment I took a fall. Quinn lives in my hometown in Estes. I see her all the time, and you see how her life has changed, and you're just like, wow, that's pretty heavy. So I'm a father now. I can't really do things that are, I gotta keep my scene pretty buttoned up for the most part. Se tenir à carreau, c'est compliqué lorsque l'on fait équipe avec Alex. La barre des 2 heures, il veut l'atteindre. Il veut évidemment le faire en sécurité, mais la sécurité est relative à chacun, surtout lorsqu'Alex est habitué à grimper sans matériel et que Tommy grimpe toujours en cordée. I feel like we should just start trimming down the rack a little bit as we go. Although I'm already seeing that when we're going through our rack, he's like, oh, we can remove this piece, we can remove this piece, and I'm like, let's not take that too far. Let's drop the cam hook. Screw that. Maybe I'll leave these micro nuts. So we will maybe need to put another nut in the gray roof tomorrow. If it's this nut, then I'm not gonna feel that much more secure anyway. Do you want to drop the green C3? Sure. You're all racked up. Yeah, that's like not horrible. Oh, that does feel heavy actually. Oh, well. That's why we'll trim it down. We kind of need a smaller rack. We need to drop a bunch of the cams. Drop number 2. Yeah. Drop the jacket, drop the nuts, drop the gree-gree. I feel like we could drop a micro off the rack. I kind of want to drop more cams. Like, could we drop a 1? Yeah. That's not that many cams. À chaque nouvelle tentative, ils retirent de plus en plus d'équipements. En gros, ils essayent de comprendre jusqu'où ils peuvent aller en allégeant leur matériel au maximum, tout en perfectionnant à chaque passage leur technique. Technique que je ne vous explique pas car elle vous perdrait plus qu'elle ne vous aiderait. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que le temps leur est compté. El Capitan n'est pas un terrain d'entraînement privé. C'est la paroi la plus célèbre du monde. Alors, dès que la météo devient idéale, des grimpeurs du monde entier affluent pour tenter leur ascension. Le problème, c'est que si trop de cordées envahissent la paroi, la tentative de record devient impossible. Les risques explosent, les mois de préparation partent en fumée et tout doit être recommencé l'année suivante. Alors, ils accélèrent. Ils peaufinent chaque mouvement et gagnent de précieuses minutes jour après jour. Cette progression commence d'ailleurs sérieusement à inquiéter Jim et Brad qui jusque-là prenaient un malin plaisir à les taquiner. Mais plus ils vont vite, plus ils prennent de risques. À ce niveau, une erreur ne se mesure plus en secondes, elle se mesure en mètres. Tommy et Alex risquent à certains moments de leur ascension des chutes de plus de 30 mètres. By their 4th attempt, Alex and Tommy were moving way faster. I was across the valley filming with a telephoto lens. You got a friend up there? Yeah, they're trying to break the record. Oh, sweet. Oh, damn. Who is it? It's Alex Honnold and Tommy Caldwell. Oh, okay. Never heard of them. You know, they're trying to make a name for themselves, really. Tommy was cruising. I mean, I was having to like jostle and move around the camera a bunch just to try to keep up with him. I was getting a little too psyched up. Like I was letting it get out of my comfort zone in terms of how fast I was going. Then I just like slipped out. Dude, Tommy just took a fucking monstrous whipper. Like 100 feet. I'm like, I can't tell, like he's climbing back up to Alex right now. I just fell until I yanked against Alex, who was tied into the other end of the rope. And then I just started climbing right Dude, away. you whipped 100 feet. You were literally like, oh, I hate that I always do that. And then you swung over and punched back through. And I was like, oh my God. I was outrageous. So after Tommy took his 100-footer up higher on the route, I slipped out of a crack while short fixed and probably would have taken a 50 or 60-footer. But I caught the rope with my hands. I just don't really know. I don't really know what happened. But it rope burned my hand a little bit and tore a chunk out of a finger. Breaking this record. It feels possible, I think, but Alex really wants to do it in under 2 hours. It's gonna be hard. I've always sort of had the life goal of climbing the nose sub 2 hours. It seems possible, but it seems kind of crazy, really hard. You know, I mean, it's kind of like the 2-hour marathon. It's a big psychological barrier. Going sub 2, I think I'd be pretty proud, but you know, we'll see. 7-hour, 6-hour, and 5-hour mark, all broken by Peter Croft and Dave Schultz. Dean Potter and Timmy O'Neill broke the 4-hour mark. Eugene Hans broke the 3-hour mark. Alex hasn't broken any hour marks. Oh, that's gotta hurt. He's gotta go for the 2. We'll break 2. That's fair. Yeah. À ce moment-là, on est le 30 mai 2018. Alex et Tommy venaient tout juste de battre le record en 2 heures, 10 minutes et 15 secondes. Ils ont le record, mais ils sentent finalement qu'ils peuvent encore pousser. Seulement 10 petites minutes les séparent de cette barrière.
Pour les gagner, Tommy pourrait à un certain endroit éviter de placer un point d'ancrage pour s'assurer, ce qui, vous le comprenez, devient encore plus dangereux. 2 experienced climbers died when they plummeted off El Capitan in Yosemite this morning. The 2 climbers were attempting El Cap when something went horribly wrong. The climbers identified as 46-year-old Jason Wells of Boulder, Colorado, and 42-year-old Tim Klein from Palmdale. Rangers still figuring out just how these climbers fell Saturday. The next morning, we were getting ready for another attempt on the nose, and we found out there was an accident on El Cap. 2 super experienced climbers, Jason and Tim, they were using speed climbing tactics on another route called the Salothe, which is just to the left of the nose. It's unclear exactly what happened, but somehow fell off the wall. It was like pretty heavy. Ce qui fait que Tommy et Alex sont toujours en vie aujourd'hui, c'est qu'ils connaissent leurs limites. Ils s'imposent des barrières à ne pas dépasser et pour Tommy, prendre autant de risques à cet endroit pour gagner du temps en fait partie. Normalement, ils étaient censés retenter le lendemain de cet accident. Évidemment, ils vont se contenter de grimper tranquillement pour juste tout analyser. Leur technique, leur matériel et leur état d'esprit. Yeah, I thought that was fun today. I didn't feel wigged. It felt super fun. That was so fun. Yeah. Actually, I'm glad that we retouched all the safety stuff too. I think it's totally fine. Yeah. So I would have to shave another 5 off the bottom. Yeah. The last piece of the puzzle was how to go faster on that bottom section. Du temps, ils vont réussir à en gagner. On est exactement 1 an et 1 jour après le free solo d'El Capitan d'Alex, le 4 juin 2018. Notre duo établit un nouveau record. 2 heures, 1 minute et 50 secondes. Ils y étaient presque. Alors ils retentent 2 jours plus tard, le 6 juin 2018. Tommy was charging to sickle. I mean, most people spend the whole day getting to sickle. And there goes Tommy blitzing the sickle in 11 minutes. It's completely outrageous. Man, that was really fast. 56. Wow. 5 minutes faster. Nice work. Yeah, that's fast. Tommy puts in an amazing effort and puts us in a position to succeed. Now I'm obligated to do my best and see us through to the end. Yeah, Alex. Crushing, dude. Alex is rocketing up these steep, amazing pitches, 2,500 feet off the ground. God, he's like just so in his element. Seeing him climbing with absolute grace and confidence, I mean, that's perfection. Come on, Tommy! Come on! Go fast! Yeah, Tommy, come on! Ah! Yeah! Yeah, Tommy! We do it! Oh, yeah! Woo! Oh, yeah! Dude, 158. 158.07. Whoa! Yeah! Killed it! Yeah! Yeah! That was sick. Wow, beat it by 2 minutes. Yeah, let's never do this again. Alex said he felt emotional when he saw the timer. No, the feeling is past. I already feel like we kind of sucked and we should have done better. 158.07, right? Yeah. Okay, that's the official time that we'll go. Yeah, that's the official time. You can go ahead and, etch that into stone. That's the official time. 1 heure, 58 minutes et 7 secondes. Un record qu'ils détiennent toujours depuis 2018. Ce jour-là, Alex et Tommy ont prouvé qu'on pouvait aller plus vite. Mais aujourd'hui, dans une société qui ne sait jamais ralentir, Alex a décidé de s'arrêter. Il a enfin trouvé une corde à laquelle s'accrocher. Une corde qu'il ne peut et ne doit pas lâcher, car il n'est désormais plus seul. Il est marié à Sani, père de 2 enfants, et dans un monde qui file à toute vitesse, il sait que le vrai défi n'est plus de gagner quelques secondes, mais de préserver le temps qu'il reste. Il consacre désormais son énergie à des causes plus grandes que lui. Avec la Honnold Foundation, il permet à des communautés isolées d'accéder à l'énergie solaire. Il part jusqu'en Arctique observer la fonte des glaces, témoigner du réchauffement climatique et reverse même 1/3 de ses revenus à des projets solaires. Chaque action, chaque geste est une manière de tenir la corde pour ceux qui suivront. Toujours le même homme, précis, obstiné, radical dans ses choix et qui, une fois de plus, montre que la société qui le traite d'irresponsable pour avoir osé défier le vide est la même qui avance tête baissée vers sa propre ruine.